Après 72 heures de visite d'État dans la région du Tankoui à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est de retour dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État a offert sur place à Mans un déjeuner à la presse à l'occasion de faire le bilan de cette visite d'État dans le Tankoui. Elle a été commémorée hier dans le monde. La journée mondiale de la liberté d'expression a été célébrée ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les journalistes ont décidé de la célébrer particulièrement par une procession, également une conférence débat autour du thème « Liberté de la presse et responsabilité ». Et puis à l'étranger, en Guinée, au moins 2 personnes ont été tuées hier à Conakry dans de nouveaux heurts entre opposants et forces de l'ordre, après plusieurs manifestations ces derniers jours contre un décret fixant au 30 juin la date des élections législatives dans le pays. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, le président, après 72 heures de visite d'État dans la région du Tankoui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, est de retour dans la capitale économique. Le président de la République est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, comme vous le voyez sur ces images. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, accompagné de quelques ministres. Avant ce retour, le chef de l'État a offert sur place à Mans un déjeuner à la presse, occasion de faire le bilan de cette visite d'État dans le Tankoui. Les précisions d'Abiba Dambélé-Sawé. La conférence de presse du président de la République intervient au lendemain de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Le président Alassane Ouattara s'est félicité des progrès accomplis par les journalistes dans l'exercice de leur métier et leur a donné l'assurance qu'ils peuvent travailler en toute liberté en Côte d'Ivoire. Je voudrais me féliciter de l'évolution positive du journalisme dans notre pays. Je crois que la presse a fait des progrès, les journalistes ont fait des progrès. Et bien évidemment, c'est le 4e pouvoir et nous sommes très attentifs à ce que la presse donne comme opinion, même si parfois nous ne sommes pas totalement en phase, mais cela c'est la liberté d'expression qui est un des piliers de la démocratie. Le chef de l'État est ensuite entré dans le vif du sujet en indiquant que cette visite dans le Tankoui a été fructueuse. Elle a permis de faire le point des réalisations un an après sa première visite dans les régions du Cavali et du Guémon. De gros efforts ont été accomplis pour le développement de l'Ouest et les résultats sont palpables dans tous les domaines. Nous avons au cours de cette période d'un an, 18 mois, constaté de très belles réalisations en matière de voirie, d'approvisionnement. La ville de Mans en eau, ce qui est quand même important. La réhabilitation du réseau électrique, la rénovation et l'équipement de certains hôpitaux, la rénovation et la construction de nombreuses salles de classe, la couverture de tout l'Ouest donc par les médias d'État. C'est une promesse qui avait été faite. Tout cela, nous avons pu le réaliser à partir du programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui a permis de dépenser 13 milliards en 2011 et 2012 dans le district des montagnes, 4 milliards en 2011 et 9 milliards en 2012. Les préoccupations des journalistes sont portées sur des questions d'actualité, notamment les élections couplées municipales et régionales. La percée des indépendants. Vous savez, les élections locales doivent être des élections totalement démocratiques. Plus il y aura de gens dans un conseil municipal, plus la représentation de la population sera effective pour aider à développer les programmes qui doivent aller dans la région et ensuite vers le gouvernement central. Alors, il y a eu beaucoup d'indépendants parce que beaucoup de personnes estimaient qu'elles pouvaient apporter une contribution importante à leur pays au-delà de leur parti. Sur les 72, voyez-vous, il y a à peu près 50% des indépendants sont du RDR. Beaucoup ont d'ailleurs écrit à la commission électorale indépendante pour dire maintenant que l'élection est terminée, comptabilisez-nous comme RDR. Ensuite, il y a à peu près 20% qui sont du PDCI. Et on me dit à peu près encore 20 autres % qui sont issus du FPI. Ils se sont présentés et ils ont gagné. Alors, ils sont à peu près une quinzaine, ça fait 20%. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Des questions ont été également soulevées concernant la sécurité et les problèmes fonciers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de constater que maintenant,
cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'Ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré l'ensemble des Ivoiriens de sa volonté à améliorer leur niveau de vie. Quand on dit meilleures conditions de vie, ça concerne bien sûr non seulement l'école, pour que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école, ou la santé, quand il y a des problèmes de santé, notamment les questions d'accouchement, et également des questions relatives au réceptacle universitaire pour permettre d'envoyer les enfants donc à l'université sans que tout le monde soit obligé de se ruer sur Abidjan. D'ailleurs, cette année, en octobre 2013, les universités de Korogo et de Daloa vont pouvoir ouvrir. Et quand on parle de meilleures conditions de vie, il faut également penser aux infrastructures, les pistes notamment, pour permettre l'évacuation des produits. Et tout cela en cours non seulement par le gouvernement, mais également par le Conseil Café Cacao qui reçoit des dotations importantes pour améliorer les pistes pour l'évacuation des produits. Quand on parle de meilleures conditions de vie pour les populations, ça veut dire meilleur pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'avec la réforme agricole, nous avons pu augmenter donc les prix reçus effectivement par les paysans pour le café, le cacao et d'autres produits. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est également mettre un peu plus à l'aise les fonctionnaires, ce que nous avons tenté de faire en payant les indemnités qui étaient dues, notamment à l'éducation. Et pour la santé, les choses sont en cours. Amélioration des conditions de vie veut dire également non seulement augmenter le pouvoir d'achat, mais veiller à ce que les prix ne dérapent pas. Nous devons faire des efforts, c'est pour cela que nous avons pris des décisions sur le prix du gaz, mais nous ne pouvons pas absorber ou payer toute la subvention tout de suite. Il faut une réforme globale du secteur, mais vous avez vu l'effort qui a été fait par le gouvernement, notamment sur les bouteilles B28. Et même sur les B6 et les B12, la péréquation permettra aux populations hors d'Abidjan de payer dans les faits moins cher que ce qu'elle paie maintenant. Après ces échanges avec la presse, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes du Tonkpi en mettant le cap sur l'aéroport de Mans. L'avion le transportant a quitté le chef-lieu du district des montagnes ce samedi aux environs de 14 heures. Aux côtés du président Ouattara, lors de ce séjour dans l'Ouest ivoirien, naturellement, la première dame. Avant de regagner Abidjan, Dominique Ouattara s'est rendue ce matin au collège jeune fille Dominique Ouattara de Mans. Elle a remis à cet établissement qui porte à son nom une salle multimédia et une bibliothèque. Le témoignage de Viviane Haïm. Créé en 2012, le collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans, seul établissement scolaire de ce genre dans toute la région, bénéficie de toutes les attentions de sa marraine, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa et première dame de Côte d'Ivoire, qui a décidé d'en faire un établissement d'excellence pour la promotion des jeunes filles. Il y a un an, lors de la première visite d'État du président de la République à Mans, la première dame avait procédé à son inauguration. Ses filleuls avaient alors sollicité l'installation d'une salle multimédia et d'une bibliothèque au sein de l'établissement, vœu que leur marraine vient de combler. C'est donc pour la remise de ces deux importants équipements que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue à nouveau dans ce collège qui porte son nom, à la grande joie des élèves heureuses d'accueillir pour la seconde fois celle qu'elles considèrent comme leur modèle. Elles ont exécuté un ballet pour lui souhaiter la bienvenue et leur porte-parole s'est chargée de lui traduire leur affection.
Kassemou Maman Dominique. Je voudrais vous adresser nos remerciements à l'occasion de l'installation de notre salle multimédia et de l'équipement de notre bibliothèque que vous nous offrez généreusement. Notre joie est très grande et en reconnaissance, nous promettons d'en faire bon usage pour recevoir l'information utile et en temps réel qui fera de nous des citoyennes accomplies au service de notre pays et à l'image de notre marraine, Madame Dominique Ouattara. Femme de conviction, au grand cœur, femme disponible pour soulager les souffrances des enfants. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a elle aussi remercié la première dame Dominique Ouattara pour son importante contribution à l'instruction et à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame, je voudrais vous traduire, au nom de toute la communauté éducative, mes modestes et sincères remerciements. Ce don vient à la suite de tant d'autres que vous avez fait pour des milliers d'enfants dans nos écoles, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Ce sont des quantités considérables de kits et manuels scolaires, de cartables, d'ordinateurs, de tables-bancs, de salles de classe, et j'en passe, qui ont sémé et qui continuent de s'aimer la joie et le bonheur dans le cœur des enfants et des parents, partout où vous avez fait parler votre générosité légendaire. Pour cette deuxième visite à ses filleuls, la première dame Dominique Ouattara est venue offrir une salle multimédia et une bibliothèque. Elle a aussi accompagné ces deux importants dons d'autres cadeaux, des vivres, des ensembles sportifs, du matériel didactique, du matériel de jardinage. Elle est également venue avec des artistes pour offrir à ses filleuls de danser avec leurs artistes préférés. Après le divertissement, la première dame s'est adressée en tant que mère à ses filleuls et partant à tous les élèves de Côte d'Ivoire pour leur prodiguer de sages conseils sur leurs études. À vous, mes chères filles, je voudrais vous demander de rester concentrées sur vos études et d'éviter coûte que coûte les grossesses précoces, qui sont un frein à votre réussite scolaire et sociale. Faites passer vos études avant tout. Une fois bien insérée dans la vie active, vous pourrez avoir des enfants et mener votre vie de femme de manière plus épanouie. À vous, mes chers garçons ici présents, prenez comme modèle votre papa, le président Alassane Ouattara, qui, à force de travail et de rigueur dans ses études, a obtenu un doctorat en économie. C'est ce diplôme qui lui a permis d'être nommé à des postes prestigieux au Fonds monétaire international et à la Banque centrale. N'oubliez pas, mes chers enfants, qu'un bon diplôme est le meilleur des passeports pour une vie meilleure. Ce fut ensuite l'inauguration de la salle multimédia et de la bibliothèque qu'elle a fait installer au sein du collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. La salle multimédia est climatisée, elle comprend 15 ordinateurs avec imprimante et connexion Internet, des tables et des chaises. Quant à la bibliothèque, elle est équipée de 400 livres de différents genres littéraires, à savoir la littérature et la culture générale. La première dame a donc remis officiellement ces deux importants outils du savoir en souhaitant que les élèves en fassent bon usage. Cette visite du président de la République dans le Tonkpi aura été le prétexte pour la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, de déployer de grands moyens en vue d'une fourniture régulière d'électricité dans la région. Des acquis qui, après le passage du président de la République, profiteront aux populations. Eugène Atoubé. Durant tout le séjour du président de la République dans le Tonkpi, le dispositif de veille et de maintenance des équipements et installations électriques de la CIE à Mans a permis qu'aucun couac majeur ne survienne. Les gros moyens ont été déployés pour qu'il n'y ait aucune anomalie majeure, aucune coupure. Nous avons dû prévoir une équipe de permanence qui se trouve actuellement à Bio et qui contrôle tout sur place, de sorte que la fourniture d'électricité au niveau de la région soit toujours maintenue. Et puis l'hélico est sur place aussi pour veiller à toute situation qui pourrait intervenir sur les lignes. Ce dispositif exceptionnel, ignoré des populations, laisse entrevoir les problèmes que connaissent Mans et toute la région du Tonkpi en matière de fourniture d'électricité.
le corps CHR par exemple, les branchements sont tellement anarchiques que souvent on assiste à des courts-circuits. C'est ça qui est le problème. Souvent on peut couper courant plus de 2 semaines, 2 jours, 3 jours. Donc franchement, nous sommes élèves, ça nous fatigue un peu. Au 3e jour de la visite du président de la République dans le Tonkpi, les populations de plusieurs localités alentours jusqu'à Fakobli ont vécu plusieurs heures de coupure d'électricité à leur grande surprise. La direction régionale de la CIU à Mans a une claire conscience des attentes de ses clients quand Abidjan, lui, mesure la nécessité de renforcer la capacité des équipements électriques à Mans. Nous sommes passés de 50 MVA à 70 MVA en installant un nouvel équipement plus puissant. Nous avons également installé un 2e transformateur pour alimenter la ville. Ce transfo a eu sa puissance qui est passée de 16 MVA à 24 MVA. Tout ça, ça nous donne la possibilité donc d'alimenter beaucoup plus de clients et de sécuriser l'alimentation aussi, d'améliorer la qualité du produit. Depuis la première visite dans le district des montagnes du président de la République, l'alimentation de Mans et nombreuses localités en électricité a connu une nette amélioration. La CIU à l'envie parle même d'investissements colossaux faits par l'État. Il ne doute que pour une vraie réconciliation CIU-population, il faut que celle-ci arrête la fraude et le vandalisme sur les installations, mais aussi que l'autorité en charge du secteur énergie en Côte d'Ivoire communique sur l'état réel des installations et équipements, lesquels ont souffert d'investissements pendant plus de 10 ans. Une visite qui suscite aussi beaucoup d'espoir auprès de la population de Mans, espoir de voir la réhabilitation des routes de la capitale du Tonkpi, qui pour la plupart sont dégradées. Faut-il le souligner, en leur état actuel, ces routes causent d'énormes désagréments aux usagers. Il y a certes déjà eu une légère bouffée d'oxygène avec les 4 km de route bitumée à Mans, mais la population attend davantage, c'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Sur cette rue de Mans au quartier Commerce, automobilistes et motocyclistes circulent K1 à longueur de journée. Le spectacle est devenu banal pour les populations de la cité des 18 montagnes, tellement elles en ont l'habitude. Dans nombreux quartiers de Mans, la quasi-totalité des routes présentent la même réalité à des habitants exaspérés. Tu peux voir c'était là au commerce avec la grande mosquée de Mans, c'est tout. Là, de la préfecture en passant par la mairie venant sur le trésor n'est pas bitumé, alors c'est une voie centrale aussi de la ville de Mans. Tout le monde a peur de la poussière. Bon, si ce n'est pas l'arrivée du président que les gens ils ont enlevé un peu de poussière sur les murs du préfet, bon, sinon c'est pas facile. Les populations de Mans se font l'idée d'une attente contrariée, c'est qu'elles s'attendaient à voir réhabiliter et bitumer toute la voirie de la commune. Hélas, seulement 3 ou 4 km de bitume ont été octroyés à la ville dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. De la place de la Solidarité à la gare de Fakobli, de la PMI au quartier Libreville ou de la préfecture au quartier Grand Bapleu, on éprouve beaucoup de plaisir à circuler sur ces différentes routes. Et puis soudain, on se surprend de retomber sur une route caoteuse, comme ici, entre le quartier de Moro et le quartier Blocos. À Mans, on nourrit l'espoir que la seconde visite du président de la République sera l'occasion de remettre la question de la voirie au goût du jour. Nous, on veut que vraiment Goudon n'ait qu'à verser à Mans ici. Là, nous, les joueurs de Mans, là, on sera contents. Nous osons vraiment croire que le président Alassane va accorder vraiment les 15 km de bitume qu'il a promis à la population de Mans le 21 avril 2012. La mairie de Mans ne peut pas vraiment avoir la capacité financière de bitumer vraiment la voirie de Mans. Mans, naguère belle et attirante cité, a perdu de sa superbe. Problème de route certes, mais aussi problème d'assainissement et de salubrité, auquel la municipalité semble incapable de faire face. Dans la capitale des 18 montagnes, on espère secrètement que Alassane Ouattara va y apporter la solution.
Elle était au rendez-vous de cette visite d'État dans le Tonkpi. La radiodiffusion télévision ivoirienne s'est fortement impliquée dans l'organisation de l'événement. Du premier responsable aux employés, une grande artillerie a été déployée dans l'Ouest ivoirien, et ce pendant 5 jours, pour vous faire vivre dans les moindres détails ce deuxième périple du chef de l'État dans le Grand Ouest ivoirien. Sur les traces de la RTI au cœur de la visite d'État du chef de l'État dans le Tonkpi, c'est avec Thomas Guessambi. Derrière ce sourire, cette tape et ces chaudes poignées de main, sentiment de mission accomplie, il faut voir tout un cheminement, tout un travail acharné. La RTI amant pour la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Tonkpi. Le travail d'une seule journée suffit pour comprendre l'envergure du défi à relever. Les balais incessants des véhicules de reportage pour permettre aux équipes d'être présentes avant, pendant et après le programme du chef de l'État. Dans la cour de la préfecture de Mans, quartier général de la RTI, l'heure n'est pas du tout au repos. Et chacun est à la tâche, sur le qui-vive. Parfois, la peur au ventre, la peur que l'heure ne vienne pas de soi. Une vigilance mise à l'épreuve quand le directeur général fait le tour des différentes unités de production. Il faut lui expliquer ce qui est fait et le convaincre de la qualité de ce qui est fait. La rigueur, le maître mot que Akassa et Lazare veut surtout imprimer. Plus que les agents, peut-être, je suis beaucoup plus stressé. Je suis stressé parce que je suis constamment aimanté par ce souci de rigueur. Je ne suis jamais sûr ni assez sûr que ce que nous faisons comme boulot est parfait. Et donc je surveille derrière le travail que mes collaborateurs font. Je veille sur chaque détail parce que dans ce domaine, les surprises sont vite arrivées et souvent, ce sont des surprises désagréables. Et ça, vraiment, nous n'en voulons pas. La nuit tombe. Dans 1 heure, le journal. Le stress monte d'un cran. Il faut le surmonter. Les dernières équipes de reportage arrivent. À 7 heures, la présence du président du conseil d'administration Pascal Akabrou et du directeur général adjoint Benoît Yeo ne donne pas un moment de distraction. Arrive maintenant l'heure de la diffusion du journal télévisé. Tous les acteurs sont là, devant le petit écran. On croise les doigts pour que les dieux de la technique ne soient pas absents et ne nous lâchent surtout pas. Chaque reportage diffusé sans problème est un soulagement pour ses auteurs. Quand la présentatrice dit au revoir et met un point final au journal, c'est la délivrance, c'est le soulagement. La mission présidentielle, il faut y être, il faut la vivre. Voilà, on passe à toute autre chose à présent et on se rend à la primature ici à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec Maria del Carmen Skef, sous-secrétaire chargée de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères et du culte de la République d'Argentine. En toile de fond, le renforcement de la coopération entre Abidjan et Buenos Aires. Hugues Veblé. L'Argentine a la volonté de renouveler sa relation avec la Côte d'Ivoire. C'est le message transmis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par la sous-secrétaire chargée de la politique extérieure du ministère des Affaires étrangères et du culte de la République d'Argentine. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine touche de nombreux domaines, souligne Maria del Carmen Skef. Il est question de lui donner un nouvel élan, ce que devrait favoriser la réouverture envisagée de l'ambassade d'Argentine en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de renouveler la relation en tous les domaines politiques, les domaines de la coopération, les domaines économiques, et les domaines des droits de l'homme. Je suis très contente parce que les chiffres de la croissance de votre pays sont très bons. Et je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Nous sommes en train d'étudier la réouverture de l'ambassade. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la liberté d'expression, commémorée hier dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, les journalistes ont décidé de célébrer particulièrement cette journée. Commémoration marquée par une procession allant de la Bibliothèque nationale à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Elle a été suivie d'une conférence débat autour du thème « Liberté de la presse et responsabilité », le point de Gabriel Zani.
Les journalistes et les professionnels des médias ont marché ce samedi pour marquer la journée de la célébration officielle de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une liberté à conquérir. Et si nous n'étions pas libres, nous n'aurions pas pu organiser cette manifestation, par exemple. Au-delà des fanfares et de la fête, les journalistes ont été instruits sur les questions essentielles qui touchent l'exercice de leur métier, à savoir la liberté d'expression, la responsabilité et la sécurité de tous les acteurs des médias. Selon Zio Moussa, président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, les journalistes sont les premiers responsables de leur insécurité par l'ignorance de leur code de déontologie. Cette ignorance affaiblit le journaliste et l'expose à toute forme de violation et de violence, a-t-il conclu. Quant au gouvernement, il travaille au renforcement de la liberté de la presse. Le ministère de la Communication s'attelle à réaliser d'importants aménagements. Les actions suivantes sont prévues. La mise en œuvre des recommandations des États généraux et le toilettage des lois jumelles de 2004 régissant les médias, l'assainissement et le renforcement économique des entreprises du secteur des médias avec l'appui du Fonds de soutien de développement de la presse et des organes de régulation que sont le CNP et la ACA. Cela aura pour corollaire de corriger les inégalités dans le traitement salarial des journalistes et des autres employés des entreprises de presse. Parce que, c'est vrai, les journalistes ont une responsabilité, mais encore que pour pouvoir exercer cette responsabilité, encore faut-il qu'ils soient dans les meilleures conditions. Pour le ministre de la Communication, la Côte d'Ivoire a enregistré de réels progrès dans la gestion des libertés d'expression. Elle en veut pour preuve le dernier classement de Reporters sans frontières qui améliore le rang de la Côte d'Ivoire. Classée 159e, elle est passée à la 63e position en matière de respect des droits de la presse. Dernier acte en date, la libération d'Ousmane Sissavané, patron du groupe Cyclone. Dans le même registre, le lancement des activités de la Maison de la Presse pour l'année 2013. L'infirmerie des journalistes a été inaugurée. L'année 2013 sera riche en activités pour la Maison de la Presse. C'est ce que nous dit Maïsako. La Maison de la Presse d'Abidjan, une organisation professionnelle de médias, a pour objet de concevoir, développer et coordonner des programmes de formation continue et spécialisés en vue de répondre aux besoins des journalistes et des associations professionnelles de la presse. Pour réussir ses missions, elle a initié plusieurs activités pour l'année 2013. Les grands axes, oui, vous savez que à partir d'octobre de cette année, nous allons organiser le Salon international des médias. Et le thème choisi, c'est la modernisation des activités maritimes et portuaires. Il y a aussi les journalistes en herbe. Il faut déceler les jeunes étudiants et élèves qui ont envie de se lancer dans ce métier régalien, qui n'est pas facile, qui est très difficile. La Maison de la Presse a profité de l'occasion pour ouvrir les portes de sa nouvelle infirmerie où pourront venir se soigner tous les journalistes ivoiriens. Je lance un cri de cœur aux autorités. La Maison de la Presse est ouverte. On a besoin des médicaments. On demande au ministre de la Santé de nous aider. Nous avons besoin des médicaments. Nous avons besoin du matériel. Nous avons besoin d'une ambulance. La salle de documentation et d'information ainsi que le cybercafé sont également deux nouvelles infrastructures dont bénéficie la maison. Le conseil d'administration de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, partenaire de la Maison de la Presse d'Abidjan, a réitéré sa confiance en l'organisation, non sans encourager ses responsables à la faire connaître dans la sous-région. La cérémonie s'est achevée par une prestation d'artistes et une remise de cadeaux aux différents organes de presse qui y ont pris part. Autre sujet, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a reçu il y a quelques jours à son cabinet une délégation de stagiaires de l'École nationale de défense du Nigeria. Ces officiers supérieurs stagiaires sont en voyage d'études en Côte d'Ivoire pour s'imprégner de la gestion post-crise dans notre pays. C'est ce que nous dit Herman Yamia. Ils sont au nombre de 19, ces officiers stagiaires venus de l'École nationale de défense du Nigeria, accompagnés de leurs encadreurs, parmi lesquels le général de brigade Youchaou Aboubakari, chef de délégation, et le vice-amiral Lokoson, commandant la dite école. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers supérieurs stagiaires qui aspirent au diplôme d'école de guerre ont voulu savoir comment les autorités militaires ivoiriennes gèrent l'après-crise, surtout au niveau des hommes en uniforme, pour le retour à la normalité. Sur les défis auxquels fait face le gouvernement ivoirien, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des éclairages sur les actions engagées pour la reconstruction de l'armée, le rétablissement de la chaîne de commandement,
la réconciliation entre les éléments des forces est-belligérantes et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Paul Kofi a également saisi l'occasion pour saluer l'excellence de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. Il faut noter que les stagiaires en visite en Côte d'Ivoire forment la 21e promotion de l'École nationale de défense créée en 1992 et délocalisée de Lagos à Abuja en 1994. Prochaine destination de la délégation, la Guinée équatoriale. On parle santé avec cette conférence, débat initié par la Fondation Mireille Outi pour les cœurs en détresse. La dépression, comment la reconnaître et comment en sortir? Tel est le thème de cette rencontre qui devrait permettre d'identifier les signes de l'état dépressif avec à la clé des propositions en vue de surmonter la maladie. L'éclairage de Maïsako. La rencontre a permis de faire la lumière sur la dépression, ce mal psychologique qui représente environ 20% des consultations des psychiatries adultes et 10% des cas suivis en psychiatrie de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cette pathologie psychique a été exacerbée par les nombreuses crises qui ont secoué le pays. D'ailleurs, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra la deuxième cause d'invalidité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Ça s'accompagne d'un certain nombre de signes, de beaucoup d'angoisse et d'une vision très pessimiste de soi-même, de la vie, d'un désintérêt pour tout, d'une baisse d'énergie. Tout ce que la personne aimait faire, elle n'arrive plus à le faire. Une grande fatigue et souvent des manifestations physiques aussi. C'est une maladie qui peut être très handicapante et qui présente surtout le risque d'un suicide. La dépression peut être évitée si l'on reste attentif à la souffrance psychique de ceux qui nous entourent en adoptant une alimentation équilibrée, des activités sportives régulières et en s'éloignant de toutes sortes de drogues. Pour le traitement de cette maladie, aux côtés de la médecine moderne, la médecine traditionnelle n'est pas à exclure. Il y a deux démarches. Il y a la démarche diagnostique qui requiert donc à ce niveau la compétence et on fait le diagnostic métaphysique. On peut jeter des courriers pour connaître l'origine surnaturelle ou non. L'état dépressif n'est pas incurable et les personnes souffrant de la maladie peuvent être guéries en suivant les traitements adéquats. Je ne dormais pas. Et puis, la nuit, avant de me coucher, on me donnait à manger. Et je refusais de manger. Et je remercie Dieu, pour le moment ça va. Je me sens bien à l'aise. J'ai eu une dépression nerveuse. À l'an 2008, ça a commencé. En tout cas, c'est entre les mains de Dieu, moi je suis guérie. S'il est important et même vital de sensibiliser sur les conséquences de la dépression, l'enjeu principal de la conférence reste l'inscription dans les habitudes du recours aux psychologues, psychiatres et autres spécialistes pour venir à bout de cette pathologie. La conférence débat a pris fin par une remise de dons de la part de l'ONG Fondation Mireille Outi aux représentants de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. L'Organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes et l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP unissent leurs forces pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Un engagement matérialisé hier par la signature d'un partenariat. Il permettra à des jeunes diplômés d'effectuer des stages pratiques dans des plantations de bananes et d'ananas. Le point avec Francis Boifo. Des jeunes diplômés des universités et grandes écoles sont bénéficiaires de ce partenariat entre l'Organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes, OCAB, et l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. C'est environ 219 primo-demandeurs d'emploi inscrits dans le cadre du PGDEC qui bénéficieront des stages dans les entreprises membres de l'OCAB, ce qui leur permettra de se familiariser avec l'environnement de l'entreprise et d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être qui pourrait faciliter leur embauche immédiate ou ultérieure. Ces jeunes, à l'issue de leur stage, vont nous permettre de pourvoir nos structures en personnel qualifié pour la réalisation du vaste programme de création de blocs de plantations villageoises de bananes, d'ananas et de papayes dans le cadre de la relance de la filière fruitière ivoirienne. Relancer la filière fruitière, une nécessité pour les dirigeants de l'OCAB au vu des statistiques des 10 dernières années. La Côte d'Ivoire était le premier pays africain à exporter de l'ananas sur le marché européen, avec environ 200 000 tonnes d'ananas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit à peine 10 000 tonnes d'ananas. La banane, par contre, a descendu 10 000 tonnes.
Aujourd'hui, nous sommes à 230 000 tonnes qui sont exportées. L'Organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes, OCAB, est chargée d'organiser les producteurs de fruits, de promouvoir les exportations, d'assurer le contrôle de la qualité et la commercialisation des produits fruitiers. Ce samedi matin a eu lieu le lancement des projets pour la cohésion sociale, un projet de la jeunesse d'Anonkwa-Kouté dans la commune d'Abobo réuni au sein d'un comité de développement communautaire, une initiative pour cultiver la cohabitation pacifique et la paix au sein des populations d'Anonkwa-Kouté. Maïsako. L'heure est à la réconciliation dans la localité d'Anonkwa-Kouté, particulièrement touchée par la violente crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie marque le lancement des activités du CDC d'Anonkwa-Kouté. Au sein de la plateforme, nous avons pour mission de réunir les jeunes confondus au niveau d'Anokwa. Il veut parler d'Anokwa 2, d'Anokwa 3, Anokwa Sodesi et Anokwa Village pour parler de la question de la paix. Il faut que les jeunes d'Anokwa s'asseyent sur le même table pour discuter. Les chefs religieux et de communauté ont salué cette initiative de la jeunesse d'Anonkwa-Kouté. Le quartier Sodesi à Anokwa, nous avons souffert pour ces événements. Et aujourd'hui que nous sommes venus pour la réconciliation, nous sommes tous contents parce que ce programme nous intéresse beaucoup. Parce qu'on a besoin beaucoup de ce travail pour qu'on puisse réconcilier tous ceux qui sont autour de nous aussi. Voilà. Les populations sont également en phase avec les actions de paix et de réconciliation en cours dans le village. La réconciliation, c'est une chose qui est déjà bonne pour la population. Sans la réconciliation, il ne peut pas avoir de développement. Sans la réconciliation, rien ne peut se dérouler dans un pays. La réconciliation pour moi, c'est une très bonne chose. Nous avons subi les atrocités de la guerre, mais nous devons passer là-dessus parce que sans réconciliation, il n'y aura pas de travail pour nous les jeunes. L'initiative est la bienvenue parce qu'à Anokwa, nous avons beaucoup souffert de la crise et emmener tout le monde, toute la population d'Anokwa à se réconcilier, je pense que c'est une très bonne chose. D'autres activités socio-culturelles et sportives initiées par le CDC sont en vue pour pérenniser la cohésion sociale dans cette localité. Il démarre le 11 mai prochain à Daloa. Le concours Awoulaba 2013 verra 12 candidates retenues entre plusieurs pour la phase finale. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à la Maison de la Presse en présence de Justine Saïdike. Awoulaba, entendez Reine de la Beauté, édition 2013, démarre le 11 mai prochain à partir de Daloa pour prendre fin le 31 août 2013 à Abidjan. Innovation de taille cette année, le concours culinaire et le mini Awoulaba réservé aux fillettes âgées de 6 à 12 ans. La finale opposera 12 candidates composées de 7 Awoulaba des régions et 5 du district d'Abidjan. Initié en 1987 par l'animateur Paul Decuy, interrompu et repris en 1999, le concours n'a pu se tenir en 2011 du fait de la crise post-électorale. Awoulaba 2013 entend donc retrouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, nous reprenons l'organisation grandeur nature de ce comité qui fait la promotion de la culture ivoirienne et qui valorise surtout les canons de beauté de la femme ivoirienne, voire africaine. Le concours concerne les Ivoiriennes mariées ou célibataires avec ou sans enfants âgées de 25 à 42 ans s'exprimant en français. Les critères de sélection, la morphologie, la grâce, le charme et la coiffure typiquement africaine. En plus de retrouver en elles quelques canons de beauté ivoiriens de toutes les régions du pays, tels que le cou avec des anneaux, l'écart dentaire, le postérieur arrondi, là où là-bas doit incarner la femme propre, la mère idéale, la femme de foyer, l'épouse modèle, la bonne cuisinière, la femme sociable et la grande travailleuse. Le concours Awoulaba célèbre la beauté africaine, la femme en chair à l'opposé de la femme occidentale. Cependant, ne pas confondre femme en chair et femme obèse, surtout qu'un certificat de santé d'aptitude est exigé aux candidates. La pérennité et l'universalité du patrimoine culturel Tchologo, richesse culturelle du nord de la Côte d'Ivoire, au cœur des réflexions à faire Kessédougou. Enseignants, chercheurs, notabilité hommes de culture, des arts et d'anthropologie ont mené de jeudi à aujourd'hui des réflexions sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine communautaire Tchologo. Ils ont effectué hier une visite sur le village de Tchologo-Kaa. Le compte-rendu de Charles Tatou. Sortie officielle de la 19e promotion du Tchologo. Cet événement culturel du peuple Nyarafolo dans le département de Ferkessédougou a été précédé cette année de 2 jours de réflexion sur la protection et la mise en valeur
de ce riche patrimoine culturel Thiologo. Suite aux travaux de la première journée, les participants ont mis le cap sur Thiologo Ka, un des villages à bois sacré. Une simulation par les initiés de la 18e promotion a fait revivre les moments forts de la séparation des futurs initiés d'avec leur famille. Ils ont le cœur attristé, c'est la mort dans l'âme parce que l'un de leurs va aller pendant 3 mois d'affilée quelque part dans la forêt sacrée sans avoir de communication avec la base parfois. Cette simulation a permis aux visiteurs d'assister à un autre événement mais réel, celui de la remise des repas aux futurs initiés déjà dans le bois sacré par les femmes. Un moment plein de suspense, puisque ce moment situe les familles sur leurs parents partis dans le bois sacré. Un repas sans preneur justifie un décès. Ici, tous les plats ont eu des preneurs. Ivres de joie, celles qui ont conduit les plats rentrent au village en triomphe. Cette découverte a bien enrichi les visiteurs. À partir d'ici, nous allons voir comment monter un circuit touristique avec une dose importante d'informations scientifiques et techniques. Une visite de la forge du village a mis fin au séjour des hôtes de Thiologo Ka. Autre sujet à l'étranger, je vous propose en bref et en images un voyage aux trousses de l'actualité africaine. Direction d'abord la Guinée-Conakry où au moins 2 personnes ont été tuées hier à Conakry dans de nouveaux heurts entre opposants et forces de l'ordre. Reportage. Selon 10 sources hospitalières, au moins 2 personnes ont été tuées par balle vendredi à Conakry. De nouveaux affrontements ont mis face à face des opposants guinéens et les forces de l'ordre. Un leader de l'opposition fait état de ratissage des quartiers et de scènes de vengeance contre des civils proches de l'opposition. Ces violences font suite à plusieurs manifestations contre un décret fixant au 30 juin la date des législatives. Pas moins de 6 ministres sud-africains ont tenu une conférence de presse vendredi à Pretoria pour annoncer des sanctions contre 5 membres de l'administration et de l'armée impliqués dans l'affaire de l'avion transportant les invités d'un mariage. En provenance d'Inde, l'avion a atterri sur une base militaire. Nous avons ici un incident diplomatique. Nous devons suivre les voies diplomatiques normales pour le régler. Tout sera fait pour assurer une enquête sur le fond de cette affaire. Révélée par la presse, l'affaire a été nommée Gupta Gate en référence à la famille indienne Gupta. Riche, célèbre, puissante, elle est réputée proche du président sud-africain et généreuse envers le parti au pouvoir. Visite au Maroc de l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sahel, Stéphane O'Brien. Au menu des discussions, la sécurité au Sahel et au Mali en particulier, une occasion pour Rabat et Londres de saluer les progrès réalisés par l'opération française Serval, l'engagement des forces africaines et l'implication de l'ONU. Voilà qui marque à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.